En direct de Montréal, voici Mon Carnet avec Bruno Guglielminetti. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 14 novembre 2025. Une édition cette semaine bien ancrée dans l'actualité numérique où on va parler d'intelligence artificielle, évidemment, d'innovation, de jeux vidéo et de design d'entreprise. On va commencer à Paris avec Jérôme Colombin pour parler d'actualité tech de la semaine. Vous allez voir, il y a plein de sujets. Ensuite, retour au Québec où même le gouvernement du Québec voit les effets concrets de l'IA. Le portail québec.ca a constaté une baisse de son trafic depuis l'arrivée des aperçus générés par Google AI. On va en parler avec quelqu'un qui s'est penché sur la question. On enchaîne avec une autre dimension de l'innovation, la protection des idées. À l'heure de l'IA générative et de la mondialisation, comment transformer une invention en un actif solide et défendable ici comme à l'international. Carl-Édouard Michel nous amène au Montreal International Games Summit, un rendez-vous incontournable pour l'industrie du jeu vidéo. Côté podcast, Stéphane Berthomet, il en profite pour partager avec nous quelques conseils très concrets sur le matériel à emporter avec soi quand on va enregistrer sur la route. Stéphane Ricoul, lui, nous ramène à un thème clé, l'innovation, je vous avais dit, hein? On en parlerait beaucoup d'innovation. Et puis enfin, on retrouve Jean-François Poulain pour parler UX et de design d'entreprise avec son invité. Alors voilà, c'est le programme de Mon Carnet cette semaine. Et puis maintenant, vous allez me permettre de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières à Nadine Mercure, Jacques K. Primo, Joanne Gagnon, Franck Arrojo et Bernard Desgagnés. Merci à vous 5 et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Et puis, de ce pas, on sera emparé pour rejoindre Jérôme Colombin. C'est le moment que vous attendiez par milliers, votre moment de la semaine préférée, où vous avez l'occasion de voir et d'entendre Jérôme Colombin. Je dis voir parce que sur YouTube, il y a la version visuelle. Et accessoirement, moi, je suis là aussi. Salut Jérôme Colombin à Paris. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Je vais très bien. Écoute, en pleine forme. Malgré toute l'information, écoute, j'avais tellement une tendre pensée pour toi quand on a eu une confirmation, une deuxième confirmation, comme quoi le iPhone Air avait pas de succès, et puis on met ça sur la tablette. Oui, ils ont l'intention apparemment de... Oui, il n'y aura pas de suite, c'est ça. Pour le moment, on verra. Ils ne feront pas pour le moment. Mais oui, mais je te l'avais dit, c'est un téléphone réservé à une élite, donc normalement, qui ne plaît qu'à une élite, si tu veux, donc c'est logique. Moi, je suis tombé amoureux de ce téléphone, mais on n'est pas très nombreux. C'est le propre des élites. Voilà. Non, mais c'est pas vrai, parce que plus sérieusement, moi, je l'avais dit, ce truc-là. C'est niché. C'est logique qu'il y en ait deux. Non, mais c'était pour tester. Et tu mets 2 iPhone Air côte à côte, ça fait un iPhone pliant. Et donc, c'est la suite. Donc, si je comprends ton raisonnement, t'en as un, t'attends le deuxième, puis tu vas avoir un fold. Ouais, non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais bon, pour l'instant, écoute, j'en ai un. Derrière pour le faire. J'en suis très content. Je suis désolé, je maintiens. J'en suis très content. Tiens, il paraît que t'es très content aussi, toi, d'un téléphone que tu as entre les mains en ce moment. Tu fais allusion au OnePlus 15, qui est le nouvel appareil. Ça vient de sortir au Canada, en tout cas en Amérique du Nord. C'est sorti en Chine incessamment. Aux États-Unis, il ne le sort pas parce qu'il y a des problèmes de certification avec le gouvernement américain. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler, c'est disponible chez vous, c'est disponible chez nous. Et donc, le OnePlus 15, écoute, évidemment, c'est Android, mais c'est un méga appareil qui te vient avec de l'autonomie, là. C'est minimalement 2 jours d'autonomie. Alors, juste ça fait rêver. Ouais, mais il est pas trop gros. Du tout. À côté de ton iPhone Air qui dure même pas l'après-midi, là, c'est quand même. Hein? N'importe quoi. Il dure largement une bonne journée. Quand tu le regardes, mais si tu l'utilises, c'est autre chose. Ouais. Non. Mais donc, il y a ça. Mais qu'est-ce qu'il a de bien, ce OnePlus? Ça dit OnePlus, très bonne marque. Moi, j'avais eu un modèle il y a longtemps. Mais donc, très sympa. Le OnePlus, moi, ce que j'aime aussi, c'est que, écoute, c'est vraiment un super moderne. C'est pas tellement cher pour ce que ça donne. Mais donc, l'autonomie,
la puce là-dedans de Qualcomm, c'est le dernier modèle qui est sorti, c'est le premier téléphone à l'avoir. Écoute, tu fais du jeu vidéo là-dessus, tu as presque l'impression d'avoir une console dans les mains. C'est fluide, c'est beau. Les couleurs aussi, le rendu est bon. Il y a tout le côté immersif qu'ils ont vraiment joué. À un moment donné, tu vois presque plus les bords. Alors, tu es vraiment là dans une expérience autre. Et puis finalement, parce qu'un téléphone, c'est pas vraiment un téléphone si c'est pas un appareil photo aujourd'hui. L'appareil photo avec les objectifs qui arrivent là-dessus, c'est vraiment un bel appareil. En tout cas, si vous regardez à changer le vôtre, moi je vous dis de regarder, de jeter un œil, de le prendre en main, de voir, de l'expérimenter un peu. Le OnePlus 15, voilà. Bah écoute, puisqu'on est dans les téléphones, est-ce que pour ton OnePlus, tu as l'intention d'acheter l'iPhone Pocket? Bon, c'est pour iPhone, mais ça peut marcher aussi. Tu as vu ce truc qu'a sorti Apple? Est-ce que je peux te dire le fond de ma pensée? C'est ridicule. Vas-y. Ils vendent tellement plus d'iPhone qu'ils sont obligés de sortir des trucs comme ça pour essayer de vendre quelque chose. Non, mais c'est fou. Bon, alors, faut décrire aux gens qui l'ont pas vu. C'est une espèce de maxi chaussette. Hein, c'est un truc en tissu, une espèce de poche chez comme nous, ça. On dirait que c'est un foulard en laine dans lequel il y a une fissure et tu peux rentrer ton téléphone dedans. Et tu mets ton téléphone à l'intérieur. Il y a deux versions, une version courte, une version longue. La version longue, on dirait un peu le maillot de bain de Borat, tu sais, dans le film. Tu vois le genre. Très bien, c'est pas beau. Mais on rigole, c'est totalement Apple, ce truc-là. C'est fashion, il y a des belles couleurs, c'est fait par un designer de renom, Issey Miyake, donc c'est pas rien, s'il vous plaît. Et je suis sûr que ça va marcher. C'est pas innocent de leur part, hein. Ils sortent ça au mois de novembre. Bonjour, c'est Noël très bientôt. Alors, les gens qui voudront acheter quelque chose à des gens qui ont déjà un iPhone, qui ont déjà un Mac, ben c'est sûr que ça va se glisser en dessous de l'arbre. Mais ce qui est important à dire, c'est que c'est pas disponible partout. Vous, en France, vous allez avoir l'occasion de pouvoir l'acheter. À Apple, le marché Saint-Germain à Paris. Mais sinon, c'est genre... c'est à côté de chez moi. J'ai hâte de te voir avec ça va être beau. La prochaine fois qu'on se parle, je vais aller voir ça. Non, mais on se moque et tu vas voir, on va en voir plein. Même si je trouve que ça fait un peu plus féminin que masculin quand même. Hein. Je me trompe peut-être, mais je sais pas, je trouve que Mais donc, c'est ça. Alors, c'est pas vraiment vendu partout. Quelques villes en Europe, beaucoup de villes en Asie, et puis évidemment, à New York, c'est disponible, mais faites aller vos doigts si vous désirez en acheter un. Puis c'est pas cher, hein. 160 € pour la petite et 250 pour la version longue. Ou 150 américains de ce côté-ci de l'Atlantique, ou 230. Il faut l'acheter en dollars. Attends au CS, puis tu pourras te l'acheter là. Ouais, enfin bon, c'est Apple quoi. Hein. On attend à ce qu'ils inventent la super intelligence artificielle qui va nous changer la vie. Et puis, paf, ils nous sortent une chaussette. Bon, Jérôme, là, nous badinons avec l'actualité, mais la vraie actualité cette semaine, c'est quand même Yann Lequin qui a surpris tout le monde. Bon, c'est un article qui est sorti peut-être malgré lui, à moins que ce soit lui qui ait leaké, pour citer Shakespeare, cette information-là aux journalistes. Mais donc, Yann Lequin qui quitte Meta. Yann Lequin, le big boss de l'intelligence artificielle qui quitterait le groupe Meta, c'est pas encore officiel. Mais effectivement, ça a fuité dans le Financial Times. Français, Yann Lequin, breton, hein, on s'était félicité d'abord de sa médaille Field, et puis ensuite du fait qu'il devienne le big boss de la recherche en intelligence artificielle chez Meta. Pourquoi est-ce qu'il s'en va? C'est la vraie question. Comment tu interprètes ça? Moi, j'aurais aimé que tu entendes en premier. Ben, écoute, c'est le champ. Bon, vas-y. Je peux te dire, mais... Non, mais alors, je pense qu'il y a une conjonction de choses. Déjà, ça fait quand même 12 ans qu'il était chez Meta. Mais les meilleures choses peuvent avoir une fin. T'es philosophe tout d'un coup, toi, là. Faut pas se leurrer. Non, mais c'est vrai, il peut, parce qu'il va partir apparemment pour aller créer sa start-up, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ce sera très intéressant de voir ce qu'il va faire. Comme Yoshua Bengio aussi, avec son loi zéro, c'est ça qui il s'est embarqué dans une nouvelle aventure avec loi zéro. Bien sûr. Après, sur le fond, visiblement, il y a un différend avec Mark Zuckerberg. C'est ça, on peut pas expliquer ça autrement. Le différent, on le devine un peu. Mark Zuckerberg donc a monté sa super équipe qui s'appelle d'ailleurs Super Intelligence, pour laquelle il a recruté. Il a fait des ponts d'or. On en a parlé ensemble. Des centaines de millions de dollars pour débaucher des talents. À la tête notamment de ça, il a mis ce jeune homme, Alexander Wang.
Scale.ai que personne ne connaissait, enfin, à part le milieu. Bon, visiblement, dès que Alexander Wang est entré dans l'aventure, on a senti que il y avait peut-être pas de place pour deux. C'était un peu un fauteuil pour deux, quoi. Hein. Mais fauteuil qu'il avait quand même partagé longtemps avec Joël Pinault, qui est la québécoise, et oui. Parce que dans le fond, lui, il a démarré le laboratoire, mais après, il est devenu un peu comme le sénateur de l'IA chez Meta. Il se promenait, puis il enseigne toujours, là, si je me trompe pas. Donc, il était exactement, il était toujours sur les tribunes un peu partout, et donc il était un peu comme la conscience de l'IA chez Meta. Joël Pinault faisait rouler les milliers de chercheurs. Joël Pinault, elle a pris la porte de Meta parce qu'elle voulait plus aller dans ce sens-là. Moi, j'ai l'impression que c'était une question de temps avant que Yann LeCun quitte, parce que c'est pas du tout enligné, là. Meta, ils sont en train de chercher le méga IA hyper commercial qui va pouvoir créer une fortune à Mark Zuckerberg, alors que dans les dernières entrevues qu'il avait données, Yann LeCun, d'une part, il croit plus à ça, les gros IA généralistes, mais lui, il cherche quelque chose qui pourrait nous aider à mieux comprendre le monde. Imagine, on n'est pas dans le même axe de recherche, là. Alors, c'est pas vraiment surprenant qu'il quitte. Moi, la bonne nouvelle, c'est de savoir qu'il quitterait, on va mettre ça au conditionnel, qu'il quitterait pour partir sa start-up à lui. Ça, je trouve ça le fun. Parce que là, il va pouvoir, il a l'expérience, il a le réseau de contacts, il va sûrement avoir le financement. Et là, c'est que des bonnes nouvelles. Parce que si d'un côté, Yoshua Bengio veut une IA qui est responsable, sérieuse et à laquelle on encadre, que lui, de son côté, est en train de travailler sur une IA responsable, je le sais pas, mais qui nous aide, qui serait une meilleure IA pour les humains. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir que les grands-pères ou les parrains de l'IA, eux, décident de relancer leur jeu. De voler de leur propre aile. Mais n'oublie pas, Bruno, que Yann LeCun, il est pas du tout sur la même ligne que Yoshua Bengio. Hein, il fait pas partie des inquiets. Lui, il dit depuis le début que l'intelligence artificielle va pas nous manger tout cru, prendre le pouvoir, etc. À tel point que pour lui, les LLM, ChatGPT et tout ça, en fait, ça va plafonner à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que lui, il explique que ces IA-là, ce sont que des outils de traitement du langage avec des probabilités, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, ça on le savait. Et lui, il cherche une autre voie qui est ce que tu disais, une espèce d'IA multimodal qui serait capable de comprendre comme nous, beaucoup plus près de l'humain, aussi vite que nous, aussi vite, beaucoup plus près de l'humain. Il prend souvent cet exemple. Moi, je l'avais rencontré à Paris et il expliquait ça. Il disait un enfant de 2 ans, il rate une marche, il comprend qu'il va tomber dans les escaliers et il s'approchera plus des escaliers. Enfin, en principe, une IA. Ou l'exemple est pas idéal. Tu me fais penser à un enfant de 5 ans, il va regarder, il va voir 3 fois des chats, il saura reconnaître les chats. Une IA, il faut lui balancer des millions d'images de chats pour qu'elle y arrive. Enfin, une IA actuelle. Et Yann LeCun, il dit, il faut sortir de cette logique. Il faut autre chose, un autre concept, et notamment des IA qui soient auto-apprenantes, qui n'aient pas besoin, comme aujourd'hui, de s'entraîner pour ensuite travailler. Il faut qu'elles puissent apprendre en travaillant. Non, ça va être intéressant de le voir. Alors, moi, je vois ça comme une bonne nouvelle. Puis en plus, c'est certain que la prochaine conférence qu'il va faire, une fois qu'il va être sorti de là, il va quand même avoir des actions dans Meta, mais peut-être qu'il sera un petit peu plus bavard il va balancer. Balancer, je suis pas sûr, parce qu'il y a quand même des actions dans la compagnie, là. Il veut pas voir son fonds de pension disparaître, mais bon, on verra. Hey, pendant qu'on parle d'IA, est-ce que tu as vu la nouvelle version de OpenAI qui lance GPT 5.1, une IA plus naturelle et plus personnalisable? Plus éco-friendly, plus friendly en tout cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que GPT-5 qui avait été lancé en fanfare au mois de juillet, c'était raté. Dans le fond, finalement. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on entend. De toute façon, Sam Altman, en entrevue, il n'était pas vraiment fier de, le lancement de GPT-5 parce qu'il s'est trop pété la bretelle en lançant. Et puis, il annonçait quelque chose de formidable, alors que regarde, ça n'a rien fait. Il était juste plus bête et moins sensible aux requêtes des gens. Et là, quand on arrive avec GPT 5.1 où on dit non, mais il sera plus sensible, plus personnalisable, dépendamment de comment vous l'utilisez, que ce soit professionnel, que ce soit amical, vous allez être capable de le paramétrer. Ça aussi, c'est intéressant. Tu utilises ça, les personnalités de ChatGPT? Non. Non, mais il y a des gens, je pense à des gens.
C'est un gadget. Mais je pense, moi, la personnalisation, je l'ai faite, ça fait 3 ans que je l'utilise. Je l'ai fait à coup de documents que je lui mettais, des règles que j'allais mettre dans les paramètres. Oui, mais c'est pas pareil. Tu l'as dressé pour qu'il fasse des tâches qui te conviennent. Mais tu t'en fous de la manière dont il te répond. Moi, tant qu'il fait le travail, c'est correct. Mais là, voilà. En fait, la grosse nouveauté de ce 5.1, c'est que la version 5, elle avait unifié tous les modèles, parce qu'ils avaient plein de versions, et en fait, il n'y en avait plus qu'une. Et c'est là où il y a des gens qui ont râlé. Alors moi, j'étais pas d'accord, personnellement, en tant que petit utilisateur de base, ça me convenait très bien. Ce que j'avais dit, je trouvais. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils le redécoupent en 3 morceaux. Alors ça y est, moi, je l'ai, 5.1. Je l'ai devant les yeux. Enfin, c'est arrivé. Ils sont en train de le déployer progressivement, et j'ai la nouvelle version. Donc, il y a 3 versions. En fait, tu as un bouton en haut, tu as Auto, Instant et Thinking. Auto, c'est par défaut, c'est alors il décide du temps de réflexion, donc il s'adapte. Oui, c'est le mode automatique. Ensuite, tu as le mode instant qui fait des réponses plus rapides, et le mode thinking qui est réfléchi plus longtemps pour de meilleures réponses. Ça nous ramène à l'époque du début du web où tu avais le temps de faire ta requête d'URL. Tu allais prendre un café, tu allais regarder un magazine, tu revenais, puis là, tu avais ce que tu voulais. Ouais, mais moi, il y a un truc. Alors, c'est vrai que dans la version précédente, quand tu posais une question à ChatGPT, quelquefois, il te répondait très vite, et d'autres fois, il prenait du temps. Ça veut dire qu'en fait, il était en train de faire la balance entre... C'était un coup l'un, un coup l'autre, et tu savais pas dans quel mode il était. Ça devait énerver certaines personnes, donc là, en fait, tu pourras choisir. Mais en même temps, je trouve qu'un modèle qui te dit, attention, il y a la version puissante qui est à portée de main, mais si tu veux, je te fais une version pas terrible. Tu la veux, la version pas terrible? Mais non, je veux pas la version pas terrible. Moi, je préfère attendre quelques secondes de plus et avoir la bonne réponse. Mais ça, c'est ça. Dépendamment de quel type d'utilisation on en fait, si c'est pour être chummy, là, en mode amitié, bon, ben, quelqu'un va se prendre le mode instant. C'est vrai. Si tu l'utilises en mode professionnel, ben, t'es prêt à mettre le temps une fois que ta requête est faite, parce que tu vas avoir quelque chose de pertinent. C'est vrai. Moi, j'ai pas encore commencé ma psychothérapie sur ChatGPT, donc j'ai pas les bons réflexes. Ça viendra, encore. ça viendra. C'est pour ça. Restons avec OpenAI. Je sais pas si tu as vu passer ça cette semaine, mais c'est dans Forbes. Ils ont sorti un papier comme quoi ils citent des chercheurs là, qui se sont penchés sur la chose. Et Sora, qui est Sora 2.0, là, qui est l'outil pour fabriquer des vidéos avec de l'IA chez OpenAI. Pour eux, pour faire rouler ce système-là, ça coûterait 15 millions de dollars US par jour pour faire rouler le système. Wow. C'est une fortune. Après, tu te demandes comment ils vont faire pour vivre par ces gens-là. Tu m'étonnes que Sam Altman soit tout le temps en train de tirer les sonnettes pour trouver de l'argent. Ouais. Mais alors, pourquoi 15 millions par jour? Comment on l'explique? Parce que c'est énormément de temps machine, ça c'est une chose. Sauf que, et puis en faisant un peu de recherche sur le sujet, je me suis rendu compte en lisant des gens qui cherchaient, en tout cas qui ont écrit sur le potentiel de Sora, mais avant que cette histoire-là sorte, et ils disaient, ce qui est bien pour Sora, c'est que, pour OpenAI, avec l'utilisation de Sora, c'est qu'on est en train de nourrir OpenAI avec de la connaissance sur les requêtes et les intérêts des gens par rapport à différents sujets. Et donc, Sora, pour ses 15 millions de dollars par jour, est en train de générer une base de données sur laquelle les autres LLM de OpenAI peuvent apprendre et se peaufiner. Puis on peut s'entendre, hein, Sora, bientôt, il va avoir une version commerciale là, et probablement que le 15 millions va diminuer. Ouais, ils feront rentrer de l'argent. Tu parles, s'ils commencent à faire payer toutes les agences de pub, enfin tous les gens qui ont besoin de fabriquer de la vidéo par IA. Donc en fait, ils dépensent beaucoup, mais c'est une forme d'investissement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Finalement. Et quand tu consultes des gens qui se sont penchés sur le sujet, c'est exactement ce qu'ils nous disent. Alors écoute, je sais pas combien il coûte celui-là. Je pense qu'il a dû coûter cher, mais est-ce que tu as vu notre ami comment s'appelle-t-il le robot russe, je cherchais son nom exactement. Idol. C'est une des réactions que Une des réactions que j'ai eues quand j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux, cette vidéo-là, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, il y a un ingénieur russe qui va tomber d'un balcon ce soir ou demain soir. » Oui, j'ai entendu, j'ai vu passer ça, ouais. Mais c'est affreux. Ah non, mais c'est affreux ce qui s'est passé. Donc ce robot présenté, robot russe, premier robot humanoïde russe rendu public, comme ça, qui devait
présenté officiellement. La vidéo est cruelle, c'est sur la musique de Rocky. Le truc, il avance comme il peut. On sent qu'il y a deux personnes derrière qui surveillent comme le lait sur le feu. Il lève la main pour saluer et paf, il s'écroule, il s'écrabouille. Mais là, pour remettre sur le drame, automatiquement, on voit deux autres personnes sortir avec un drap noir pour cacher la scène. Oui, mais ils n'y arrivent pas parce que le drap est emmêlé. C'est un mauvais film. Là, c'est un carnage. Forcément, pour les gens si t'aimes pas trop Vladimir Poutine, c'était une bonne raison de se moquer de lui. C'est pas lui qui a fait le robot, mais enfin, c'est un peu l'image de la Russie. Si on arrive à une situation comme celle-là, on s'entend que ces gens-là ont été poussés à sortir leur robot bien avant qu'il soit prêt. Parce qu'on s'entend, quand tu le vois tituber, avancer, là, il a l'air d'un robot qui a pris 2 bouteilles de vodka avant de monter sur la scène. C'est fou, là. Il titube avant d'avancer. C'est peut-être une explication. Puis il s'écrase par terre. Ben, il est très en retard. Alors, après, il paraît que c'était le premier robot avec vraiment une intelligence artificielle à bord. Contrairement à Unity et autres. Mais bon, c'est pas rassurant. Et ça n'arrange rien. Ouais, peut-être qu'il est sorti trop tôt. Alors, après, il faut voir ça en creux. C'est aussi, ça prouve que véritablement, la Russie aussi essaye d'être dans la course à la robotique. Parce qu'on parle beaucoup des Américains, on parle beaucoup des Chinois. Et la Russie. On parle pas beaucoup des Européens, mais il y a plein de choses qui se passent en Europe. Nous, on a un robot humanoïde français. Oui, mais le tout petit là, qui se promène depuis des années dans les salons. Non. Ça, je parle de Nao. Celui-là, il était sympa. Mais non, un autre fait par la société Vandercraft, qui est en fait un dérivé d'un exosquelette. Il s'appelle. Oui, absolument. J'en ai parlé dans une chronique spéciale que j'ai faite sur les robots cette semaine précisément. Et c'est un truc qui est pas mal, qui va être utilisé dans les usines Renault notamment. Et puis il y a des choses dans d'autres pays. Et puis il y a celui qui a un peu de mal à vider le lave-vaisselle, là, mais qui va être le premier robot commercialisé. C'est celui de X1 Technology, le Iron. Ouais. C'est ça. Donc voilà, ce qu'il faut voir aussi quand même, c'est que, et moi c'était ce que je disais dans mon podcast, c'est que c'est un peu 2025, c'est l'année 0 du robot humanoïde quand même. C'est pas encore l'année 1, mais c'est l'année 0. De toute façon, quand tu regardes de l'entreprise scandinave là, X1 ou X01, ils nous l'ont montré. Et tu peux précommander, mais il sortira pas avant 2026. C'est probablement tard 2026 parce qu'il n'est pas prêt à la livraison. Ils ont osé le prêter à une journaliste, je pense, du Washington Post ou quelque chose comme ça, ou le Wall Street Journal, et puis ça leur est revenu dans le visage parce que quand tu regardes le robot qui essaie de remplir le lave-vaisselle ou de le vider, je me souviens plus, et que finalement ça prend 2 minutes et demie pour s'occuper d'un seul verre. Tu dis, j'ai le temps de vraiment partir longtemps avant qu'ils fassent toute la vaisselle. Là. Et puis, il ne faut pas oublier que tous ces robots sont en réalité téléguidés. Il n'y en a aucun qui est autonome à ce jour. Mais c'est pas grave, on y croit. Et tu vas voir, on aura des surprises l'année prochaine. C'est au CES qu'on va avoir les grandes surprises? Je ne sais pas. Ce sera l'édition de la robotique. Parce que ces grosses boîtes... peut-être. Okay. On verra. Hey, Jérôme Colombin. Est-ce que tu veux me dire de quoi vous allez parler cette semaine, vous? Cette semaine, Cocorico, cette semaine, je donne la parole avec grande fierté à une innovation française, en tout cas une entreprise française qui est en train de fabriquer un microprocesseur, le premier microprocesseur souverain européen et qui va équiper un super ordinateur qui sera fabriqué à partir de l'annie prochaine en Europe. Alors voilà, c'est une société qui s'appelle C-Pearl et ils ont mis au point un super processeur qui s'appelle Rhea 1 qui est haute performance, basse consommation, qui est en train d'être fabriqué. La fabrication est en train de commencer dans les usines de TSMC à Taïwan, puisque tu sais que tous les processeurs sont fabriqués là-bas. Mais il a été designé en France par une équipe d'ingénieurs français, pas que français d'ailleurs, ce que m'explique la personne que j'ai interviewée, le CEO de la société C-Pearl. Et je trouve que c'est une super nouvelle parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas.
C'est une super nouvelle. Voilà, c'est l'émanation en fait en plus d'un projet européen et tout. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir faire écouter ça à mes auditeurs. Et puis sinon, je reçois un confrère que tu connais qui s'appelle Guillaume Gralet, qui est notre camarade journaliste spécialiste de la tech et des sciences au magazine Le Point, et qui sort un livre qui s'appelle Pionnier. Et alors Guillaume, lui, il a rencontré tous les big boss de la tech. Mark Zuckerberg, Sam Altman, Elon Musk, il les a rencontrés en vrai plusieurs fois. Il a souvent fait des articles qui ont fait la une d'ailleurs du magazine. Et là, il s'est dit, d'ailleurs, ce que je dis dans l'interview, c'est, moi je lui avais dit, tu devais faire ça depuis longtemps. Il sort un bouquin, il raconte toutes ces rencontres. Donc, c'est une manière de découvrir qui sont ces gens, ce qu'ils ont un peu dans le ventre, quelle est leur philosophie. Et à côté de ça, il raconte plein d'anecdotes sur, par exemple, comment il est allé taper à la porte de Steve Jobs. C'est sa femme qui, Steve Jobs était encore vivant, sa femme qui lui a ouvert, etc. Des tas de petites anecdotes comme ça. Donc, Guillaume Gralet a écouté dans Monde Numérique. C'est du bonbon, ça. Ouais, ça va être sympa. J'invite mes auditeurs à aller écouter ton carnet. Je suis pas original parce que j'invite mes auditeurs à aller écouter ton Monde Numérique. Et je te dis à la semaine prochaine, Salut, mon cher Bruno. Bye. Ciao, bye. Pour suivre l'actualité numérique, vous pouvez consulter le site moncarnet.com. Vous y trouverez des extraits du podcast hebdomadaire, mais également des articles pour décrypter l'actualité numérique. moncarnet.com. Quand un des plus gros sites web du Québec s'interroge sur l'impact de l'intelligence artificielle sur son trafic, ça mérite qu'on s'y attarde. Le Québec.ca, le portail du gouvernement, a vu des changements concrets depuis l'arrivée des aperçus générés par Google AI. Pour parler de l'impact de ces IA sur les sites, je vais aller rejoindre quelqu'un qui s'est penché sur la question, qui a même publié sur le sujet. Il est coordonnateur de l'équipe marketing numérique et médias sociaux au secrétariat de la communication gouvernementale. Bonjour, Éric Poisson. Bonjour. Éric, d'abord, je tiens à vous remercier parce que c'est pas tous les jours qu'on peut, j'allais dire, lever le voile ou regarder dans le moteur, sur le capot, des grands sites web. Et celui de Québec.ca, mettons qu'au Québec, il est difficile à battre. Là, c'est comme le navire amiral des sites web, de par le volume que vous avez. Et donc, si on se parle, c'est parce que vous avez récemment été intéressé sur l'impact que la nouvelle réalité des IA qui naviguent sur Internet, mais aussi les fameux résumés, les overviews qui sont générés par Google AI, il y a un impact. Vous l'avez remarqué, vous l'avez vu, puis vous étiez curieux de gratter, d'aller voir dans le fond de cette histoire-là. Avant qu'on parle du détail de ça, vous, qu'est-ce que vous retenez de ce regard-là que vous avez porté en entrant vraiment dans les chiffres, là? Ben, ce qu'on retient, c'est qu'on est en train de vivre, je dirais, une mutation là, du comportement en ligne. Puis une mutation plus particulièrement de la façon dont les gens cherchent l'info en ligne, que ça soit à travers des nouveaux, je dirais, médias ou outils comme ChatGPT, Gemini, Perplexity ou des vieilles patentes comme Google qui attirent encore beaucoup de monde qui a même cette vieille patente-là, ben il y a des changements qui changent vraiment la façon de faire des recherches des citoyens. Dans notre cas, on s'adresse, on a toujours en tête qu'on s'adresse aux citoyens. Et puis, ben ça change toute la dynamique aussi de notre site vis-à-vis le reste du monde parce que la recherche, ce qu'on appelle l'organique, là, est ça tourne toujours autour entre 55 et 65% là, du trafic qu'on a sur Québec.ca qui arrive de l'organique à 95-18% de l'organique, c'est Google. Donc, l'arrivée des aperçus IA dans Google a vraiment, on l'a vu dans nos chiffres, modifié les courbes, modifié nos stats. Et puis là, ben c'est ça, c'est d'essayer de comprendre quelle importance ont ces changements-là, qu'est-ce que ça signifie, comment on doit aborder les prochaines étapes de nos communications numériques et de Québec.ca. Quand vous regardez ce nouveau monde là, d'accéder
à l'information. Est-ce que vous faites une différence entre les navigateurs, les IA agentiques, là, donc les navigateurs qui se promènent tout seuls, le résumé fait par l'IA de Google et le bon vieux Google traditionnel? Est-ce que c'est vraiment trois façons différentes ou vous regardez les IA d'un côté et Google de l'autre? Ben, c'est trois facettes différentes. La recherche là que je viens de pousser un peu plus loin, ça concerne vraiment la fluctuation, là, la baisse de trafic qui arrive de Google depuis que Google a lancé les aperçus IA. Donc, ça concerne vraiment plus le moteur de recherche Google. Aussi, on regarde quelle part du trafic qui provient des domaines comme ChatGPT, Perplexity, avec leur Comet, leur Atlas et compagnie, là. Ben, ouais, ça, c'est un autre dossier. Mais si on parle des sites là, de robots conversationnels. AI, là, ouais, c'est ça. Je cherchais le mot en français. Les Claude, Gemini, Perplexity, ChatGPT, bien sûr. Copilot et compagnie. Oui, exactement. Copilote aussi, on le trace. Ben ça aussi, on voit que ça fluctue, ça évolue plutôt tranquillement. On est rendu à 0,85% du trafic de Québec.ca qui vient de ces sources-là. Donc, là, on parle vraiment de gens qui ont fait une recherche et puis dans la réponse fournie par l'intelligence artificielle, il y a un petit lien là pour voir, on peut vérifier nos sources. Et puis là, les gens cliquent et arrivent sur notre site. Ça, c'est 0,85% du trafic de Québec.ca. Okay. Pour parler en petit jargon, puis c'est la dernière fois qu'on va le faire, oui. Là, mais c'est que vous voyez un ping de ces outils-là? Oui, exactement. Dans les sources de trafic, là, dans Google Analytics, on voit que ça arrive de ces noms de domaines-là. Là. D'accord. Alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, donc vous avez mesuré un impact de ces aperçus qui sont faits maintenant par Google, donc qui ne nécessitent pas nécessairement de cliquer sur le lien pour se rendre sur votre site, mais bien de simplement lire l'aperçu qui est offert par Google. Qu'est-ce que ça a concrètement comme impact chez vous? Ben, si en termes de chiffres, ce qu'on remarque, là, on est allé voir directement dans Google Search Console, qui est l'outil que Google donne à la disposition de tous les administrateurs de sites web. Et puis, ce qu'on remarque, c'est que Québec.ca, dans Google, il y a une baisse de 7,1 des clics là, pour la période qu'on a étudiée. Donc, les gens cliquent 7,1 fois moins que la période comparative en 2024, ce qui est assez significatif. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est le taux de clic, c'est-à-dire que Google présente des résultats. Sur 100 fois qu'il montre un résultat avec notre site, il y a beaucoup moins de fois que les gens cliquent. Là, c'est une baisse de 17,8% du taux de clic, là, en bon langage d'analyste. Et ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on voit une hausse du nombre d'impressions des pages de Québec.ca dans Google. Ça veut dire que avec les aperçus IA, on est encore plus visible dans Google, mais les gens, souvent, ce qu'on déduit, c'est sont satisfaits de la réponse qu'ils ont directement dans Google et ils font confiance aussi. Et ne cliquent pas pour aller chercher plus d'infos ou pour compléter un parcours vers une inscription, vers une recherche plus approfondie d'informations. Et là, ce qui est aussi intéressant, bien sûr, on est allé voir aussi dans Google Analytics là, pour voir si on voyait la même chose que ce qu'on voyait dans l'outil Google Search Console. Et puis, on voit la même chose, il y a une baisse de 7,7% du trafic sur Québec.ca là, pour les deux périodes comparées. Et il y a 70% de cette perte-là qui est due à l'organique. Là. Donc, c'est confirmé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des indicateurs qui montreraient que, oui, il y a moins de trafic, mais ce trafic-là serait de meilleure qualité.
Et quand vous parlez de qualité, vous pensez à quoi? Ben, la durée moyenne des visites qui vient de Google, le temps passé là, sur notre site, une fois qu'ils ont cliqué sur un résultat de recherche, a augmenté de 10% pour cette période-là. Ce qui est quand même assez significatif. Et on a un autre indicateur qu'on surveille qui est le taux d'événements clés. Dans Québec.ca, on a ce qu'on appelle des boutons d'action, là. Inscrivez-vous, téléchargez le formulaire. Ce que Shakespeare appelait des call to action, là. Oui, exactement. C'est en plein ça. Et on remarque une hausse du nombre du taux d'événements clés. C'est-à-dire, pour chaque session, est-ce qu'il y a 8% de gens qui vont déclencher un événement clé? Est-ce que c'est 10%, etc.? Ben, ça a augmenté de 2%. Êtes-vous en train de dire que, dans le fond, les gens qui arrivent sur québec.ca sont plus décidés, mieux informés, et quand ils arrivent, ben, ils sont plus actifs? Oui, exactement. C'est ce qu'on déduit. C'est des chiffres qui sont encore, tu sais, pour le taux d'événement, c'est une hausse de 2%. Donc, tu sais, ça reste quand même faible, là. Je n'irais pas déclarer que c'est une certitude, là, que Il y a une marge d'erreur, là. Le 10% de plus de durée moyenne sur les visites, c'est assez robuste, là, comme signal. Puis, c'est ça que on déduit, c'est que les gens, quand ils décident de venir sur le site, sont plus préparés, ils ont une plus grande soif de lire longtemps pour en savoir plus sur le sujet ou sont plus prêts de cliquer sur le bouton accéder au service X. Donc, je pense que c'est ça, c'est un petit peu un des changements de comportement qu'on voit. Puis moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la façon de mesurer nos performances, là. Puis c'est un petit peu l'angle que j'ai pris dans ma recherche. Puis ça me fait dire que dorénavant, va peut-être falloir moins s'attarder au grand chiffre absolu de nombre de sessions, nombre de pages vues, mais plus regarder justement les indicateurs de qualité. La qualité du passage. Oui. Oui, c'est intéressant, ça. Mais si je vous demande, on va parler de choses concrètes, là. Les gros vendeurs là, sur le site Québec.ca, genre une demande de l'information concernant un permis de conduire, concernant l'assurance maladie, à la limite l'aide sociale. Est-ce que vous remarquez que pour des gros vendeurs comme ça, pas nécessairement ces trois-là, là, mais en général, est-ce que c'est toujours Google qui domine, les gens suivent un lien, ou est-ce que vous sentez qu'ils le font à partir des résumés? Ben, il y a des actions qu'ils peuvent pas faire juste à partir des résumés, là. Donc ça, ils n'ont pas le choix de venir sur le site. Et puis, il y a certains des gros vendeurs, comme vous dites, là, qu'on n'a pas sur notre site, là, comme le permis de conduire. Ça se concrétise sur le site de la SAAQ et puis l'assurance maladie sur la RAMQ. Mais pour ces sujets-là, on est plus dans l'informationnel. On n'a pas fouillé là vraiment, voir particulièrement pour ces sujets-là, qu'est-ce qui se passe là. Je vous amène ailleurs. Tout à l'heure, je vous écoutais parler quand vous parliez de votre réflexion par rapport à ce que vous disent ces chiffres-là et le comportement et comment vous allez probablement revoir la façon de mesurer le succès de votre site web. Est-ce que ça veut dire que ça pourrait aussi avoir un impact sur le site web en tant que tel, la façon, ce que vous priorisez ou comment, ou ce que vous allez présenter, sachant là, maintenant qu'il y a d'autres joueurs qui mâchouillent l'information avant que les gens y arrivent? Ben, assurément, c'est sûr. On commence déjà à regarder un peu. Il y a des gens là, dans l'équipe là, qui s'occupent des contenus pour Québec.ca qui commencent à regarder un petit peu de plus près là, ce qu'on appelle le GEO, le Generative Optimization. L'équivalent du SEO. Oui, exactement. Ouais. Et puis, on essaie justement d'en apprendre sur ce sujet-là, sur le volet rédaction puis préparation des contenus. Il y a un volet un peu plus technique où là, on voit l'apparition de fichiers. Là. Auparavant, on avait les robots.txt qui donnaient des indications au moteur de recherche. Là, on a les LLMS.txt
font la même chose. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, oui, c'est ça. On est en train de regarder tout ça, d'apprendre en même temps que tout le monde comment. Mais je me demandais à l'importance que vous avez, puis c'est quand même le site du gouvernement du Québec, là. Est-ce que il y a aussi des discussions ou de l'information qui vous provient de gros joueurs comme Google ou OpenAI? Est-ce que vous allez aussi de ce côté-là? Oui, on a des discussions, notamment avec Google. On parle parfois là, avec ces partenaires-là. On a déjà échangé des courriels avec des gens chez OpenAI. On essaie, oui, d'entrer en contact avec les grands joueurs. Parfois, ça fonctionne. D'autres fois, ça fonctionne moins pour l'instant, mais on est toujours ouvert là, justement à collaborer avec eux pour, dans le fond, notre mission, c'est d'offrir le meilleur qu'on peut en termes d'information puis d'accessibilité à cette information-là auprès des citoyens. En terminant cette information-là, donc vous la prenez sous le bras, avez-vous la volonté et le désir de voir, de regarder, de mesurer pour voir ça évoluer ou diminuer au fil des mois? Oui, tout à fait. On continue toujours d'observer ça. Il y a des changements, ça évolue là au quotidien. C'est la semaine dernière, je crois, que OpenAI présentait Atlas. On a Perplexity qui annonçait Comet il y a un certain temps. Ça aussi, ça va changer les choses. Là. Auparavant, tu sais, les chats GPT, c'est un environnement complètement séparé de la recherche. Là, maintenant, on se retrouve avec des navigateurs où la conversation et la recherche sont côte à côte. Donc, peut-être que ça va ramener encore plus de trafic. C'est des choses qu'on va surveiller qui sont super intéressantes. Là. Bien, Éric Poisson, je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'équipe marketing numérique et médias sociaux du secrétariat à la communication gouvernementale. Merci d'avoir pris de votre temps et d'avoir ouvert comme ça vos grands livres d'analyse pour partager ces faits-là avec nous. Merci. Ça fait plaisir. Au revoir. La protection de l'innovation devient un sport de haut niveau à l'heure de l'intelligence artificielle générative et de la mondialisation. Comment les entreprises québécoises peuvent-elles transformer leur idée en actifs solides et défendables ici comme ailleurs dans le monde? Pour en parler, j'ai rencontré Andréane Auger. Elle est associée en propriété intellectuelle chez BCF. Andréane Auger, bonjour. Bonjour. Madame Auger, ce qui vous intéresse dans la vie, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui vous intéressent, mais particulièrement au niveau professionnel, c'est la protection des innovations dans un contexte où il y a énormément d'IA générative qui se promènent dans les airs, mais aussi, évidemment, dans un contexte aussi de mondialisation. Quand vous regardez la question, puis on va revenir, on va prendre le temps de passer à travers, mais quand vous pensez à ce sujet-là, qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête? Ben oui, en fait, c'est une excellente question. Je vais peut-être vous ramener un petit peu à l'arrière pour vous donner le contexte de pourquoi on s'intéresse à cette question-là. En fait, l'ambition au cabinet, c'est de faire avancer l'économie du Québec. On fait partie de cette économie-là, on est né de cette économie-là. Donc, notre but à la base, là, c'est de vraiment faire avancer les compagnies, les acteurs et l'économie du Québec. Puis, ça passe par des initiatives qu'on va proposer aujourd'hui, là, qui est notre forum technologique 360 qui aura lieu ce mercredi, dans lequel, là, on va réunir des experts de haut calibre pour réfléchir tous ensemble à comment on peut transformer les idées en résultats tangibles. Donc, le but de ça, là, c'est vraiment d'essayer d'amener une discussion sur l'innovation, la technologie puis la productivité. Alors, je vous repose ma question. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est vous, dans votre travail au quotidien, quand vous pensez aux défis de la protection des innovations, notamment dans un contexte de mondialisation, mais dans un contexte aussi où il y a beaucoup d'IA qui se promènent ici et là dans différents domaines, le défi, il est où pour vous?
Pour moi, le défi, il n'est pas tant dans la création de l'innovation. On est très bon, je vous dirais, au Québec pour créer l'innovation. Le défi, là, puis plus particulièrement quand il va être question d'innovation qui ont un trait à l'IA, c'est de bien la structurer et bien la faire transformer de l'innovation jusqu'à la commercialisation. Donc, quand on va passer de l'innovation sur comment on va la transformer en actif de propriété intellectuelle, comment on va valoriser tout ça, comment on va la commercialiser. Ça, là, puis l'IA intégrée dans ces processus-là, quand la technologie ou l'innovation va avoir attrait à l'intelligence artificielle, c'est de faire en sorte que on va bien valoriser le tout pour créer une valeur sur nos actifs de propriété intellectuelle qui entourent nos innovations. Et je reviens sur votre ça parce qu'il me fait penser à quelque chose. Ça veut dire que pour vous, il y a quand même des complexités. En tout cas, il y a des choses qui se rajoutent à ce que, disons, on pense à il y a 4 ans, là, où l'IA générative était beaucoup moins présente. Là, le fait qu'il y ait de l'IA dans le décor, ça vous complexifie un peu la vie. Pas nécessairement à vous, parce que votre travail, c'est d'aider les gens, mais les entrepreneurs, les innovateurs, il y a cette nouvelle donnée-là qui vient compliquer les choses. Ben oui, je dirais pas que ça complique, mais c'est quelque chose qui arrive avec lequel il va falloir apprendre à naviguer. Je pense que la complexité que vous parlez, c'est plus au niveau de l'intégration de cette intelligence artificielle-là au sein des compagnies, puis dans la création de leur innovation puis de leur actif. Puis c'est quelque chose qui change assez rapidement. Hein. Les technologies à base d'intelligence artificielle, c'est pas des technologies qui ont des durées de vie sans changement sur plusieurs années. Là. C'est quelque chose qui bouge assez rapidement. Donc, il y a une difficulté qui vient à gérer ce changement-là qui est apporté avec l'API. Puis nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est essayer de pas bâtir une paralysie autour de ce système-là, c'est de vraiment se poser les bonnes questions, puis d'essayer d'entourer puis d'accompagner nos clients, les innovateurs, pour mieux l'intégrer au sein de leur technologie, de leur pratique. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que l'IA générative quand même, facilite quand même la reproduction, la modification ou la diffusion d'inventions? Dans quel sens ça faciliterait selon vous? Ben, l'idée là-dedans, c'est qu'un inventeur, il y a 4 ans, là, quelqu'un qui allait inventer une nouvelle façon de faire, un nouveau processus, ouais, une nouvelle technologie, il avait à concurrencer ses pairs, mais ça restait là. Mais maintenant qu'il y a une IA, j'allais dire, il y a une IA pour tout, il y a, avec l'IA générative, on a l'impression que, et peut-être que l'impression est fausse, puis vous allez me l'expliquer, mais on a l'impression que c'est la reproduction et la diffusion ou l'adaptation ou la modification est devenue beaucoup plus facile qu'auparavant. Ben, je vous dirais non, parce qu'il y a quand même des mesures, des politiques qui entourent la protection de la donnée, qui entourent la confidentialité des données. Ce sont ces guides-là qui en fait protègent la donnée au sein des compagnies, donc qui empêchent sa diffusion à l'extérieur. Et ça, c'est beau sur un territoire comme si ça se passe au Québec ou si ça se passe au Canada. Mais j'ai pas besoin de vous pointer d'autres pays où on est plus, en tout cas, généreux avec la réalité de la reproduction, de la diffusion, de la modification. Et c'est là où je me dis, dans ces pays-là, si on utilise l'IA, est-ce que ça vient pas complexifier la vie d'un entrepreneur qui essaie d'innover pour améliorer ses processus? Ben, en fait, ces pays-là font face aux mêmes ou comprennent des mesures similaires de protection que le Canada. Donc, c'est les enjeux auxquels un entrepreneur ici ferait face, que vous mentionnez, ben, ils sont régulés à peu près par les mêmes mécanismes à l'étranger. Donc, il y a une protection aussi dans d'autres milieux. Et si je vous parle concrètement de la Chine, il y a ces mêmes protections? Ça, je pourrais pas vous dire concrètement parce que le domaine de la propriété intellectuelle est jurisprudentiel, donc c'est par pays. S'il y a des enjeux en Chine spécifiques sur un collègue spécialiste dans la question. Ouais, non, c'est ça. Il faudrait demander à un spécialiste dans la question. Les brevets, les droits d'auteur. Oui. Bon, ça, je sens que ça vous fait plaisir. Là. Ah oui, ça me fait plaisir. Quand ils sont adaptés à la vitesse de l'innovation qui est imposée par l'IA générative, est-ce qu'il y a des risques à ça? En fait, les brevets,
ils suivent la vitesse du développement technologique. Donc, les brevets, ils sont déposés sur des avancements technologiques, dont l'intelligence artificielle. Et puis, je vous dirais, c'est pas d'hier qu'en brevet, on protège des inventions qui visent l'intelligence artificielle. Je dirais que nous, ici, chez BCF, on a commencé il y a 20 ans à en protéger. Donc, oui, on voit l'avancement. Oui, ça se développe plus rapidement ces temps-ci que, disons, il y a 20 ans. Mais on est adapté à le protéger à la vitesse que ça se développe. Puis, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il y a des façons qui sont plus modernes de garantir la reconnaissance ou la traçabilité des brevets et des droits qui sont rattachés à des innovations? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on recommande, nous, à nos clients, c'est dès le développement d'un outil d'intelligence artificielle ou une technologie ou une invention à base d'intelligence artificielle, c'est de garder une traçabilité des données qui ont été utilisées, des commandes qui ont été utilisées pour former ou bâtir cette intelligence artificielle-là. Et c'est ces données et ces commandes-là qui, éventuellement, vont pouvoir témoigner de la propriété de l'intelligence artificielle-là. Est-ce que, selon vous, les entreprises canadiennes, les entreprises québécoises, elles disposent aujourd'hui d'outils nécessaires pour protéger leur innovation à l'international face, évidemment, par exemple, si on est dans le domaine de la technologie, à des géants mondiaux? Bien, je reviens à mon point de départ. Là. Pour répondre à votre question, cette question-là spécifiquement, je reviens à mon point de départ. L'innovation, elle est là. Est-ce que notre innovation, si vous me demandez, est-ce que l'innovation au Canada, au Québec, elle est compétitrice avec l'innovation qui se fait ailleurs? Je vous dirais oui, là, on est bon dans l'innovation. Maintenant, est-ce qu'on est aussi bon dans la protection de cette innovation-là, dans la valorisation de cette technologie-là, puis dans la commercialisation? Peut-être pas autant que certains autres pays. Donc, peut-être qu'à ce point-là, il y a lieu de renforcer nos façons de valoriser les actifs de propriété, dont les brevets, pour faire compétition plus facilement avec d'autres juridictions. En terminant, une entreprise qui est dans l'innovation, ou en tout cas qui veut aborder la réalité de l'innovation, qui veut se développer, qui veut améliorer ses processus, c'est quoi la première étape, mis à part de vous contacter, là, on s'entend, ce serait quoi la première étape qu'elle devrait faire au sein de son organisation pour se préparer à ce chapitre-là? Absolument. C'est une excellente question. La première, je dirais, la première action à prendre, c'est de vraiment aligner son développement technologique avec ses visées d'affaires. Puis, c'est de prendre connaissance de qui dans le secteur, qui dans notre champ technologique est acteur, nos compétiteurs, puis de prendre connaissance de ce que eux font. Puis, à ce moment-là, c'est d'évaluer, nous, notre niche là, en tant que compagnie. Qu'est-ce qu'on développe, la technologie qu'on veut mettre de l'avant, qui va nous distinguer de ces compétiteurs-là, ben c'est celle-là qu'il faut protéger. C'est celle-là qu'il faut, sur lesquelles il faut avoir des actifs de propriété intellectuelle. Andréane Auger, je vais vous remercier parce que c'est rare que j'ai des entrevues aussi positives et aussi rassurantes dans le domaine de la protection et de l'IA. Je rappelle que vous êtes associé en propriété intellectuelle chez BCF et je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis je vous souhaite. Merci à vous. Je vous dis à une prochaine quand tu vas avoir besoin d'une dose d'optimisme. Ben oui, ou si vous voulez parler de brevets, là, vous me rappelez. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Reste un rendez-vous essentiel pour comprendre où s'en va l'industrie du jeu vidéo au Québec. Et cette année, l'événement a pris de l'ampleur, attirant des studios d'ici, évidemment, mais d'ailleurs, des délégations internationales et des experts venus présenter leurs projets. Pour faire le point sur cette édition 2025, on va aller rejoindre Carl-Édouard Michel, qui était sur place cette semaine et s'est entretenu avec les organisateurs. Alors, Jean-Jacques, comment ça va? Ça va bien, merci, Carl-Édouard, ça fait plaisir. Merci de prendre le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Écoute, félicitations pour cette édition du MIGS 2025.
J'aimerais que tu prennes le temps avec nous de parler un peu du MIGS, les changements que vous avez eus entre l'année dernière et cette année, parce qu'il y a quand même des changements importants. Oui, 100%. Ça fait maintenant 3 ans qu'on bâtit tranquillement l'événement avec un nouveau partenaire, un nouveau producteur. Et donc, on s'était donné 2 ans, 2023-2024, pour voir un peu, on était plus haut dans le Vieux-Montréal, dans un espace un peu plus petit, mais on a pris le temps de rebâtir un petit peu l'événement. Et puis, on s'était dit, on avait cette vision de dire, il faut qu'on ramène évidemment plus de conférences techniques, plus de conférences pointues, avec, je vais dire même des hautes pointures internationales qui viennent parler de leurs jeux, qui viennent nous expliquer, etc. Évidemment, ça demandait un investissement, ça demandait un local plus grand, ça demandait un investissement pour les conférences, etc. Mais on avait visé 2025 pour faire ça. Donc, on s'est lancé dans cette aventure ici au Grand Quai avec 4 pistes de conférences en parallèle, un sommet audio, des vedettes, je vais dire, du jeu vidéo indépendant international qui viennent nous parler de leur jeu. Et présentement, très heureux, au cours de cette première journée, j'ai visité un petit peu les différentes conférences. C'est plein partout, on craque de partout, donc très heureux. Oui, on sent vraiment l'énergie, justement. Il y a énormément de monde, un plus grand espace, exactement. Aussi, ce que j'ai remarqué avec des pointures internationales, comme tu disais, il y a les gens de Clair Obscur qui sont ici, les gens de Playstack avec Balatro. Comment on prend le temps de choix? Comment on fait le choix de ces gens-là qui vont venir au MIGS? Bien, en fait, je te dirais que ça part d'une bonne relation avec mon producteur. On a bâti cette relation avec ce producteur, XP Gaming, avec Jason Lépine, qui est un ami personnellement. Et puis, on leur laisse la programmation. Parce qu'évidemment, on ne veut pas, du côté de la guilde, favoriser certains studios, certains de nos membres versus d'autres. Alors, on a vraiment délégué toute la programmation à XP en leur donnant évidemment des directives de ce qui faisait du sens pour notre écosystème en disant ça peut pas être juste des intervenants internationaux. Ça prend des gens locaux. On a une grosse industrie ici. Il y a beaucoup d'experts. Il y a des gens qui ont des choses à partager. Et donc, je pense que ce qu'ils ont réussi à faire, par exemple, le sommet audio, c'est une entreprise de Montréal qui le présente, etc., partenaire de la guilde. Donc, on est très heureux de ça. Et je pense qu'ils ont réussi à faire un beau mélange d'experts locaux, des gens de différents studios, que ce soit Behavior, que ce soit Ubisoft, que ce soit Panda Lotus qui était là ce matin, avec des grandes pointures, je vais dire, comme je disais tout à l'heure, internationales, qui aussi sont venus parler de leur jeu. C'est que je pense qu'on voit avec les résultats que ça a bien réussi, ça attire quand même nos studios, nos membres, mais aussi des gens à l'international qui sont venus voir l'événement. Et c'est pas juste des studios à l'international qui viennent, c'est aussi les gens, des gens qui représentent l'industrie ou qui travaillent dans l'industrie, qui viennent d'un peu partout. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, on a en fait une trentaine de pays qui sont représentés. Alors, comme tu dis, des fois, c'est des studios qui représentent tel pays, qui viennent de, d'Angleterre, de Belgique, de France. Mais souvent, ce sont des délégations. Par exemple, on a des délégations de Rennes, du coin de la France. On a des délégations d'Italie, de gens comme ça. Donc, qui viennent. Ça peut être une association de jeux vidéo locale, mais ça peut être aussi des gens qui travaillent dans l'industrie. Des investisseurs, des éditeurs, etc., qui viennent voir un peu comment se développe l'industrie du jeu ici au Québec, qu'est-ce qu'on a à offrir, et qui souvent ont déjà ces contacts, mais ils viennent voir la suite, c'est quoi les nouveaux jeux, c'est quoi comment l'industrie se développe, etc. Parle-nous un peu de la nouvelle génération, des gens qui travaillent dans l'industrie. On sait que le Québec est une industrie, une plaque tournante, si on veut, du monde du jeu vidéo. Est-ce que c'est important pour ces jeunes-là de découvrir les gens, évidemment des gens locaux, mais aussi à l'international? Pourquoi c'est aussi important d'avoir le MIGS? Ça fait quoi, 20 ans? Oui. Je te dirais que surtout maintenant, ces dernières années, le MIGS était devenu un événement qui était strictement B2B. C'était vraiment business pour business. Cette année, ça nous permet de réouvrir un peu plus au grand public, aux étudiants, avec les différentes présentations, conférences qu'on a.
Et ça, c'était important pour nous parce qu'on sait qu'il y a de la difficulté maintenant depuis, je dirais, peut-être 2 ans et demi. Il y a une certaine difficulté pour les jeunes d'entrer dans l'industrie du jeu vidéo. Alors qu'auparavant, peut-être à travers même la pandémie, etc., on était capable d'absorber 900 ou 1000 finissants par année dans l'industrie ici de jeux au Québec. C'est plus le cas. C'est très difficile pour les jeunes maintenant, les jeunes ou moins jeunes, mais les finissants, de pouvoir s'inscrire dans un stage payant ou non payant, de trouver de l'emploi, etc. On sait qu'il y a un certain nombre de seniors qui sont disponibles déjà, donc ça défavorise l'entrée dans l'industrie du jeu vidéo aux finissants. Et alors pour nous, c'était important de leur donner l'occasion de non seulement d'assister à des conférences de niveau international à un prix très réduit, mais aussi de leur permettre de réseauter avec leur industrie. Là. Tu vois, alors, on les voit se promener, on voit qu'ils peuvent rencontrer des studios indépendants, on voit qu'ils parlent avec des gens qui représentent des studios plus importants, etc. Puis je pense que ça fait partie de la mission de la Guilde, un petit peu d'ouvrir cette industrie au grand public. Et de leur dire, ben voilà ce qu'on fait, voilà nos créateurs, voilà nos créatrices, et puis venez nous rencontrer. Donc il y a vraiment un objectif d'avoir un public un grand public, un public général, pas nécessairement des gens de l'industrie, c'est ça, si je comprends bien? Oui, alors on va s'y prendre tranquillement parce que de rouvrir l'événement comme c'était dans le passé au grand public, comme tu sais, de faire venir une personne du grand public qui connaît pas trop l'industrie, disons, pour chaque acquisition d'une personne qui visite, c'est très coûteux. Et alors, ce qu'on veut faire, c'est rebâtir tranquillement. C'est ouvrir les conférences, là on a des billets étudiants maintenant, c'est ouvrir les conférences à des gens qui sont autour de l'industrie, qui connaissent déjà l'industrie, et tranquillement, dans les prochaines années, peut-être s'inscrire dans un mouvement où on a plus de kiosques, on a plus de choses à montrer à des jeunes, par exemple, ou à des familles qui viendraient ici pour découvrir un peu l'univers du jeu vidéo. Mais ça, c'est dans l'espèce de réflexion, de croissance de l'événement. Parce que c'est un événement, le MIGS, qui est quand même très important pour l'industrie. On connaît évidemment le GDC en Californie, mais le MIGS est quand même important. Peux-tu nous parler de l'importance de cet événement-là pour les développeurs à travers le monde et évidemment québécois, canadiens? Oui, 100%. C'est le deuxième plus gros événement du jeu vidéo en Amérique du Nord après San Francisco. Évidemment, de loin, le plus gros au Canada, et ça reflète la grosseur et l'histoire de l'industrie du jeu vidéo aussi au Québec. C'est important pour nos membres, d'abord. Tu sais, dans l'industrie au Québec, on a 16 000 emplois. Donc, déjà en partant, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. C'est important pour eux. L'industrie au Québec aussi, c'est 80% d'entreprises qui sont 30 employés et moins, qui n'ont pas souvent les moyens encore de se déplacer, je ne sais pas, en Allemagne ou à San Francisco, etc. Et donc, on veut créer, c'est un peu la mission de la Guilde, mais c'est la mission de l'événement, de créer un endroit pour eux où ils peuvent réseauter justement avec des gens qui viennent de l'international. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu pour faire des affaires, mais c'est un lieu pour réseauter, c'est un lieu pour apprendre à se connaître. Et alors, tous nos jeunes studios ici, la Guilde représente plus de 350 studios maintenant qui développent du jeu vidéo, de la propriété intellectuelle. Et pour ces studios qui sont encore jeunes, qui peuvent pas se déplacer facilement, qui sont en développement de jeux, ben, c'est une plateforme de rencontre incroyable, tu sais, parce qu'il y a des investisseurs, il y a des éditeurs, il y a des visiteurs, des experts d'un petit peu partout. Et on est très heureux. Et alors, le sens inverse est vrai aussi, parce que tout le monde connaît l'histoire incroyable des 30 dernières années du jeu vidéo au Québec, et tout le monde est toujours excité de venir voir qu'est-ce qui se passe ici au Québec. Comment est-ce que vous avez résisté, par exemple, à la modification des crédits d'impôt en 2024? Est-ce que l'industrie continue de se développer? Est-ce qu'il y a encore de la création de studios indépendants, de rêves, etc.? Donc, je pense que c'est l'endroit où on veut tenir ces discussions. On veut se rencontrer, on veut faire une mise à jour sur l'industrie du jeu, et on veut que nos studios puissent profiter de toute cette expertise qui vient ici à Montréal. Puis en plus, il fait beau, il y a de la neige, alors venez visiter. Exactement. Dernière question pour toi, Jean-Jacques, parce que la Guilde du jeu vidéo du Québec, c'est pas seulement le MIGS, vous faites plein d'autres choses.
Peux-tu nous donner un petit peu un aperçu de ce que vous faites à part le MIGS avec la Guilde? Oui, merci de la question. La Guilde, comme je disais, représente plus de 350 studios, entreprises qui développent du jeu vidéo, 16 000 emplois au Québec, 1,5 milliard d'impact sur le GPD au Québec. Alors, je pense que c'est une association sectorielle qui est professionnelle. Notre mission, c'est évidemment d'aider à propulser nos studios, nos entreprises, les aider à se développer, mais on forme aussi l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, il faut les développer. Moi, j'aime toujours dire, j'aimerais que nos entrepreneurs puissent dire, moi, j'ai une entreprise, ça donne que je fais du développement de jeux vidéo, mais je pourrais faire autre chose parce que je suis un entrepreneur en partant. Et pour ça, il faut les aider, il faut les développer dans l'entrepreneuriat, il faut les développer les aider au niveau du financement. Alors, c'est ce qu'on fait à travers l'année. On a toutes sortes de programmes, que ça soit en innovation, que ça soit en formation, etc. Mais on fait aussi du réseautage un petit peu pour tout le monde parce que on a une industrie au Québec qui est sortie de Montréal depuis plusieurs années. On a des centres importants à Québec, on a des centres importants à Sherbrooke, on a des centres importants à Chicoutimi. Donc, on veut que tout le monde réseaute. Donc, on leur donne l'occasion de se retrouver dans certaines activités et puis de réseauter ensemble. Et puis, ça fait partie, comme je disais, de la mission. Puis, il y a une autre mission qui est vraiment de représenter l'industrie. Alors, ça, c'est la mission de relations gouvernementales, de relations publiques, de représenter l'industrie auprès des gouvernements et à l'international. Et ça, on le fait avec énergie et puis bonne volonté. Génial. Jean-Jacques, un grand merci pour l'entrevue. Merci beaucoup, Carl-Étienne. On retrouve Stéphane Berthomet, dit le podcastologue, qui est en déplacement cette semaine. Et puis, il a trouvé juste et bon d'en profiter pour partager quelques conseils bien utiles sur le matériel à traîner quand on part enregistrer sur la route, et que ça soit pour une entrevue ou un documentaire. On l'écoute. Bonjour mon cher Bruno, bonjour auditeurs et auditrices de mon carnet. Aujourd'hui, une chronique du podcastologue un peu particulière qui est enregistrée à mon iPhone parce que je suis en déplacement dans le cadre de l'un de mes balados documentaires. Et justement, je voulais en profiter pour vous parler un petit peu du matériel qu'on pourrait emporter et qu'on doit emporter quand on part en déplacement, soit pour faire des entrevues, soit pour documenter sa démarche. Alors d'abord, le téléphone, l'iPhone reste un appareil quand même très pratique pour enregistrer, pour prendre des notes, mais peut-être faire des entrevues à la volée. Ça reste toujours quand même une qualité sonore qui s'est beaucoup améliorée ces derniers temps. D'autre part, en termes de matériel transportable, le Zoom ou le Tascam, mais ma préférence va au Zoom, le Zoom H4, modèle de base, ou les Zooms d'un modèle supérieur sont quand même extrêmement pratiques. Il y a aussi le PodTrack P4, qui est une sous-version du Zoom qui offre quand même la possibilité d'avoir 4 pistes d'entrée avec des micros. La différence entre le PodTrack P4 et le Zoom, c'est que le Zoom dispose lui-même de ses propres micros. Donc le Zoom H4 par exemple, il est complètement autonome. Vous pouvez enregistrer directement depuis son système de micro installé sur le haut de l'appareil ou y ajouter vos différents micros. Alors justement, à propos de micros, qu'est-ce qu'on prend quand on est comme ça en déplacement? D'abord, on va prendre pour aller avec le Zoom un micro d'entrevue. Si on veut une entrée de gamme qui soit quand même de très bonne qualité, on peut aller avec un Shure SM58. Le Shure SM58, c'est le micro d'entrevue par excellence. C'est un micro qui est utilisé depuis des décennies dans tous les domaines, en particulier dans le chant. On l'attribue beaucoup à un micro de chant, mais en fait, c'est un très très bon micro d'entrevue. N'oubliez pas de lui placer une bonnette, une petite protection contre le vent, c'est essentiel. Même en intérieur, des fois, quand les invités parlent
et avec un certain souffle, ça peut être pratique. Et puis, en complément, vous pouvez emporter un système de micro-cravate, idéalement un système de micro-cravate sans fil. Alors, dans le domaine, Sennheiser est quand même le haut de gamme, est quand même l'appareil qui offre le meilleur rapport qualité-prix, même s'il est assez élevé. Donc, un micro Sennheiser avec donc un transmetteur qui va directement venir se rejoindre votre système d'enregistrement. Et puis, éventuellement, si vous êtes vraiment bien équipé, que vous voulez vraiment couvrir tous les angles possibles de la prise de son, eh ben, un shotgun, donc un micro-canon, va venir compléter votre arsenal pour faire une prise de son qui est un peu plus distanciée, puis qui offre une ambiance qui va vous permettre de couvrir un peu votre entrevue et de garder du son pour faire du B-roll, pour garder du fond sonore que vous allez pouvoir réutiliser. Le micro-canon, c'est pas si facile à utiliser, surtout quand on est tout seul et qu'on fait un enregistrement, parce qu'il faut le mettre dans la direction de la provenance du son, donc vers son invité ou vers soi-même si on parle, ce qui n'est pas évident quand on est tout seul. Donc c'est vraiment un outil qu'on utilise quand on a un technicien, un preneur de son ou un réalisateur qui est avec nous. Mais il reste que, effectivement, c'est un petit plus qui va quand même vous aider après dans votre montage et dans votre réalisation. Alors voilà, n'oubliez pas un point très important, d'emmener des batteries, des piles de rechange, de vous assurer que vous disposez de tous les chargeurs qui viennent avec votre matériel. C'est vraiment essentiel quand vous êtes en déplacement. Ça va beaucoup vous aider à ne pas vous retrouver sans batterie en cours d'entrevue. Un petit conseil aussi, quand vous faites des entrevues et que vous savez que ça va durer longtemps, vérifiez continuellement l'alimentation de votre appareil. Assurez-vous que votre appareil est de préférence alimenté sur le secteur. Le zoom permet de l'alimenter sur le secteur plutôt que de tourner sur la batterie. Mais si vous tournez sur la batterie, si vous utilisez les batteries, contrôlez régulièrement et faites des pauses. Faites des pauses avec des enregistrements sur votre carte. Donc quand vous faites une pause, finalement, votre enregistrement va rouler sur votre carte et donc s'enregistrer sur votre carte, alors que si votre appareil s'arrête de façon impromptue, c'est-à-dire quand il arrive au bout de ses batteries, eh bien vous avez beaucoup de chance, et je l'ai déjà vu dans certaines situations, vous avez beaucoup de chance de perdre votre enregistrement au complet quand vous avez fait une heure d'entrevue et que votre appareil s'arrête soudainement et qu'il n'y a pas de possibilité de conserver votre enregistrement. Je vous assure que ça reste une leçon qui vous est en mémoire pendant très longtemps. Alors voilà des petits conseils pour enregistrer en déplacement. Donc n'oubliez pas les batteries, les bonnettes pour couvrir le bruit du vent ou le bruit des sons extérieurs. Et puis vos cartes mémoire, des SD cards en général, prévoyez-en plusieurs, alternez pendant la durée de votre séjour, mettez-les de côté, mettez des petites étiquettes pour expliquer de quoi il s'agit sur la carte, pour ne pas avoir besoin de réécouter pendant des heures pour savoir exactement quels sont les enregistrements sur quelle carte. Voilà mes conseils pour un enregistrement de documentaire ou autre en déplacement. J'espère que ça vous a été utile. Je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous. De Stéphane Ricoul qui s'attarde cette semaine à l'innovation, un thème qui revient cette semaine. Pas seulement son financement, mais surtout ce qui influence sa progression entre incertitude, compétence et coordination entre le public et le privé. Une réflexion utile à l'heure où l'intelligence artificielle s'invite dans toutes les étapes du développement technologique. L'innovation canadienne est souvent décrite comme un problème d'argent. Une analyse récente de CD Howe Institute montre surtout un enjeu d'incertitude, de compétence et d'orchestration entre efforts privés et soutien public. L'essor de l'IA accélère ce mouvement et oblige à penser l'infrastructure comme un tout cohérent si l'on veut éviter les impasses coûteuses. L'étude revisitée par le CD Howe Institute s'appuie sur 2 vagues de l'enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise de Statistique Canada, couvrant les périodes de 2007 à 2009 puis de 2010 à 2012. Les auteurs ne se contentent pas d'énumérer les obstacles, ils observent comment les entreprises réagissent et ils mesurent l'effet réel des programmes publics. Cette focale sur les comportements et les séquences d'action éclaire la mécanique concrète de l'innovation au sortir d'une crise financière et elle résonne avec l'après-pandémie où l'on retrouve le même cocktail d'incertitude, de réallocation et de tension sur les
talent. Je nous invite maintenant à nous projeter dans la réalité d'une entreprise fictive. Un lundi matin, une PME se réunit devant un tableau blanc. À gauche, un prototype encore fragile. À droite, un client intéressé, mais prudent. Autour de la table, on se demande s'il faut avancer maintenant ou attendre un signal plus net du marché. Cette scène reflète l'enseignement central de l'étude. L'obstacle le plus fréquent n'est pas la caisse vide. C'est l'incertitude avec 42,8% des entreprises qui la citent. Viennent ensuite les pénuries de compétences avec 31,8%, puis seulement maintenant les contraintes financières avec 30,7%. Les barrières de propriété intellectuelle et les difficultés de collaboration pèsent bien moins, autour de 5% et 12,1%. Cette distribution invite à déplacer le centre de gravité des politiques et à cibler d'abord ce qui fait hésiter au moment d'appuyer sur le bouton. Dans notre réunion du lundi, l'équipe décide d'agir. Elle cherche un partenaire technique, elle sécurise ses actifs immatériels, elle gratte son budget pour un sprint de développement. Elle cherche un partenaire technique, elle sécurise ses actifs immatériels, elle gratte son budget pour un sprint de développement et elle réserve des heures de formation. Ce sont exactement les gestes observés par l'étude. Plus de 7 entreprises sur 10 prennent des mesures face aux obstacles. L'inaction reste la pire option et elle fait baisser nettement la probabilité d'innover. Les résultats sont meilleurs quand les actions internes bien ciblées se combinent à un appui public pertinent. Les mesures liées à la propriété intellectuelle réussissent plus souvent, tandis que celles qui visent des questions de politique de concurrence réussissent rarement. Le message est limpide. Il faut adapter la réponse à la nature précise du frein et ne pas espérer qu'un instrument universel corrige tout. À ce stade, la porte des programmes s'entrouvre. Les crédits d'impôt, surtout via la recherche scientifique et le développement expérimental, restent le levier le plus utilisé avec environ 34,4% d'adoption. Les subventions directes suivent et les dispositifs de formation ferment la marge. L'effet mesuré va dans le bon sens. Les crédits et les subventions ajoutent environ 11 points de probabilité d'innover. Les programmes de formation ajoutent près de 6,4 points et ceux qui facilitent l'embauche de nouveaux diplômés ajoutent environ 10,5 points. Pourtant, même aidées, les entreprises qui affrontent un obstacle ne rattrapent pas totalement celles qui n'en signalent pas. Les programmes atténuent, ils ne neutralisent pas. Le meilleur scénario demeure la complémentarité, des mesures privées qui fonctionnent et un soutien public bien placé au bon moment du cycle. C'est ici que l'IA peut changer la dynamique de notre réunion du lundi. Elle réduit une partie du brouillard grâce à la modélisation de scénarios et au repérage plus rapide des signaux faibles. Elle renforce les équipes en automatisant ce qui est répétitif et en assistant l'analyse, ce qui aide à passer un cap malgré des pénuries de talent. Elle aide aussi à prioriser les portefeuilles de projets et à concentrer l'effort là où la valeur est la plus probable. Ces promesses ne tiennent que si les fondations suivent. Des communs de données sectorielles, donc les ensembles de données partagées, gouvernées et interopérables au sein d'un secteur donné, comme par exemple la santé, l'énergie ou la mobilité, doivent exister pour que les PME puissent entraîner et tester des modèles sans rester à la porte. La Finlande a ouvert une voie avec FinData, qui délivre des permis d'accès aux données de santé pour l'usage secondaire sous conditions strictes de sécurité et de protection de la vie privée. Un accès abordable à la puissance de calcul doit accompagner l'effort, faute de quoi les idées migrent là où les ressources sont disponibles. Enfin, il faut un cadre clair et agile qui indique ce qui est permis, à quelles conditions et avec quelles preuves de robustesse et de sécurité. L'approche fondée sur les risques de la loi européenne sur l'IA offre des repères utiles qui peuvent inspirer un calibrage proprement canadien. Reste la question d'orchestration. Le Canada ne manque pas d'initiatives fédérales et provinciales, ni de pôles de recherche, ni de programmes de grappe. Ce qui manque souvent, c'est le fil conducteur qui aligne ces instruments sur les obstacles réellement rencontrés par les entreprises et sur la séquence d'un projet.
La fragmentation se paie en temps perdu et en incertitude prolongée. Des correctifs concrets existent. Un guichet d'accès unifié peu orienté selon le type d'obstacle et le stade du projet. Des marchés publics plus apprenants peuvent jouer le rôle de premier client pour des solutions d'IA locales, avec des contrats pilotes bien cadrés et des clauses de réversibilité pour éviter les captivités. Une évaluation qui regarde les bons effets au bon horizon complète l'ensemble. Les brevets et les dépenses de R&D ne suffisent pas quand l'IA améliore surtout les processus et la qualité de service. Il devient pertinent de suivre la productivité effectivement obtenue, la réduction du risque décisionnel, la satisfaction des clients et la capacité à changer de fournisseur sans tout refaire. Bref, observer les comportements des firmes et pas seulement leurs intentions. Dernier point de vigilance pour notre histoire, la souveraineté technologique n'est plus un sujet abstrait. S'appuyer uniquement sur des infrastructures contrôlées ailleurs expose nos organisations à des hausses de prix subites, à des restrictions d'usage et à des arbitrages auxquels elles ne participent pas. Le but n'est pas de se fermer, il s'agit d'équilibrer l'ouverture et des capacités propres. L'interopérabilité, la portabilité des modèles et des données, la transparence raisonnable sur l'entraînement et des contrats qui facilitent le multi-fournisseur sont des garde-fous de bon sens. Ce sont aussi des incitations à investir dans des solutions qui renforcent la compétitivité locale sans créer des dépendances difficiles à renégocier ensuite. Un cadre fondé sur les risques et la traçabilité peut clarifier qui doit démontrer quoi et à quel moment, tout en conservant des espaces d'expérimentation responsables. Revenons à la salle de réunion et au tableau blanc. Ce qui décide si l'on efface l'idée ou si l'on trace le plan de livraison tient souvent à trois choses. Une incertitude devient gérable, une incertitude qui devient gérable, des compétences qui montent en puissance et un soutien public qui amplifie l'effort privé. L'IA peut servir d'accélérateur si les fondations existent et si les instruments publics jouent en équipe. La question utile pour la semaine qui commence n'est donc pas combien investir. Elle est de savoir comment orchestrer. Elle est de savoir comment orchestrer pour que le prochain lundi matin commence avec un cap clair, un premier client et des preuves mesurables que l'innovation progresse vraiment au bénéfice de l'économie canadienne. On est rendu au moment où on va aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Cette semaine, Jean-François, tu nous parles de design d'entreprise. Un autre de tes dossiers. C'est un autre de mes dossiers. On a eu l'occasion dans l'année qui a passé, ou même dans les 2 dernières années, on avait interviewé Milan Gunter, qui est un des grosses pointures. Hein? C'est des grosses pointures. Il est à Paris, Milan, puis il a mis en place, ils ont créé ou parti une méthodologie open source de design d'entreprise. Comment un peu amener les gens à repenser leur entreprise en le faisant, hein, comme on en parle très souvent ici, de façon transversale, interdépartement. Parce qu'on a toujours un peu trop tendance à voir une entreprise par silo. Ouais. On s'en plaint, mais on fait pas grand-chose pour arriver à les briser. Mais quand on arrive à mettre ce genre de méthodologie-là en place, c'est très parlant. Et aujourd'hui, je parle avec Sylvain Melchior, qui est CEO de Boldo, puis il a écrit un article justement là-dessus qui m'a intrigué parce que dans l'article, il parle de justement, il dit « Le design n'est pas un art décoratif. Il ne cherche pas à faire du beau, mais à faire du sens. » J'aime ça. J'ai aimé ça. Il m'a accroché là et ça m'a donné le goût de lui parler parce que c'est ça qu'on fait. En fait, on orchestre la complexité quand on fait du design. C'est pas nécessairement du beau. Ça peut l'être aussi en bout de ligne et c'est beau dans la plus grande imagerie de la chose. Dans le grand sens de la beauté. Dans le grand sens de la beauté. Mais principalement, quand on travaille avec des organisations, des entreprises dans des grands projets numériques, on fait du sens d'une grande complexité, que ce soit des dossiers numériques de la santé ou autre. Ouais. C'est pour ça qu'on vient vous chercher, justement. Malheureusement, trop tard quelquefois, mais c'est ça. Hein? Exactement. Ouais. Voilà. Ben, écoute, alors, qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre-là, toi? Parce qu'il t'avait titillé au début par sa phrase, mais
Ben que Sylvain Melchior et son entreprise Boldo sont en train de mettre en place ça. Eux le font depuis quelque temps déjà, mais ils ont aussi créé un logiciel qui va sortir en décembre, qui va permettre à des organisations un peu plus petites de s'accaparer de cette méthodologie-là. J'ai hâte de voir. Je vais moi-même demander une démo de la chose pour voir comment on arrive effectivement à outiller une entreprise avec un service self-service, comme ils disent en France, d'être capable de réorganiser ou repenser son organisation avec ces outils-là. Ben Jean-François, on va aller écouter cette rencontre et puis merci comme ça de partager tes rencontres de par le monde de gens qui réfléchissent à faire autrement pour améliorer notre vie. Et par dossier. Et par dossier en plus. Salut. Bye. Donc Boldo, on est une start-up française, on a été créé en 2024 et avant de se lancer, mes associés et moi, on a travaillé en tant que consultant dans des missions de transformation digitale. Donc moi par exemple, j'ai travaillé pour pas mal d'entreprises mid-market et grands groupes en France sur des sujets de transformation autour du CRM, de la mise en place de dispositifs data. Et finalement voilà, j'étais souvent entre deux chaises, soit mes clients étaient des directions des systèmes d'information, soit mes clients étaient plutôt des directions marketing. Et finalement, le premier constat, c'est que la connaissance de l'organisation d'un point de vue métier, d'un point de vue technique, était souvent pas en fait maîtrisée et centralisée dans une même vision. Et le deuxième constat, c'est que j'avais pas d'outils à ma disposition pour pouvoir construire cette connaissance-là. Et c'était quoi la problématique des entreprises quand tu allais les voir, si tu as senti ce besoin d'évoluer vers quelque chose d'autre? C'est qu'il y avait une problématique à l'origine, là. Ouais, alors, pour moi, la problématique cœur, au-delà de modéliser des choses, c'est il y a une vraie, j'ai senti une vraie frustration en fait à la fois des profils plutôt business ou des profils techniques de pas être compris par les autres. Donc c'est vraiment la douleur que j'avais avant même de se dire je peux pas cartographier des choses. C'était de voir des gens qui avaient du mal à se lancer dans des projets de transformation parce qu'ils ne comprenaient pas en fait comment fonctionne leur organisation et comment elle va fonctionner dans le futur. Donc c'est vraiment l'essence même en fait de notre point. Et ensuite derrière plus concrètement c'est on se demande il faut que je migre cette application qui est obsolescente et qu'est-ce que ça va impacter sur mes processus métiers, qu'est-ce que ça va impacter sur ma stratégie. Et ça en fait finalement on n'a pas la data, pas les connexions qui nous permettent de savoir pourquoi. Et ce qui a attiré mon œil d'ailleurs, c'est un article que tu as publié sur LinkedIn que j'ai trouvé super intéressant parce que quand même, vous ramenez tout ça à un exercice de design en même temps. C'est une reconstruction de l'entreprise ou c'est une redéfinition ou c'est une façon de mieux la comprendre à travers les méthodologies que vous amenez avec Boldo, là. Alors, tout à fait. En fait, je pense que dans mon passé, ce qui a marché quand justement j'étais sur des projets très techniques, c'était de réussir à sortir de la technique et plutôt comprendre en fait l'intention, la stratégie, et de se dire en fait in fine la technique permet juste de répondre en fait à une problématique métier, des processus qui eux-mêmes répondent à une stratégie. Et en fait le fait justement de s'inspirer des bonnes pratiques du design, que ça soit à la fois fluide et joli, ça permet aussi de mettre des personnes qui n'ont pas les mêmes avis ou les mêmes visions des choses dans la même salle et de se faire comprendre. Et donc ce qu'on veut vraiment donner aussi aux mains, par exemple, des directions des systèmes d'information, c'est ce pouvoir du storytelling, du design, et in fine aussi pour les processus métiers, grâce à ce design-là, de mieux comprendre le cœur du réacteur et la technique derrière tout ça. Et ce que vous dites dans l'article également, c'est que le design n'est pas un art décoratif. Il ne cherche pas à faire du beau, mais à faire du sens. Et c'est tellement important à comprendre aussi parce que je pense que c'est une des grandes mécompréhensions de l'utilisation du design dans le numérique. C'est ça. C'est que quand on parle de design, on dit, c'est vous qui allez faire ça beau en fin de ligne. Non, là, c'est le design qui se positionne en début de production de projet numérique, là. Absolument. Alors c'est sûr que je pense que le terme de design il est un peu utilisé, déformé dans tous les sens. Je pense moi-même dans mon passé, il y a peut-être 2-3 ans avant de m'être vraiment plongé sur ce terme et mieux le comprendre, j'ai probablement aussi fait cet amalgame. Mais in fine, c'est vrai que quand on creuse en fait la notion de design, c'est quand même finalement une notion qui est assez proche aussi de la notion de l'architecture qui va plus résonner par exemple dans des entreprises. C'est effectivement comprendre l'intention, ce qu'on veut faire, la stratégie, et derrière tirer les ficelles pour en faire quelque chose de compréhensible. Et donc, je pense que le côté beau du design est aussi ultra important pour embarquer des gens qui ont, on a aussi des temps d'attention de plus en plus courts,
Et donc, il faut aussi réussir à raconter des histoires et justement, les outils du design permettent de le faire. Et donc, je sais que vous avez mis, on en a parlé tantôt, Edgy, j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer Éric Letard, puis d'autres personnes, Milan Gunther aussi, qui est un des fondateurs de cette méthodologie, mais vous utilisez pas que ça pour mieux comprendre la transversalité d'une entreprise, d'une organisation, qui vous aide donc à mettre les projets numériques en place. Vous regardez l'entreprise pas seulement dans ses silos, au contraire, dans la transversalité, mais c'est ça. Donc, vous utilisez pas nécessairement juste Edgy. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour arriver à faire ça? Alors, effectivement, donc c'est peut-être le concept un peu de base que l'on utilise dans l'architecture, c'est ce qu'on appelle le métamodèle. C'est quels sont les objets que l'on va définir et quelles sont les relations entre ces objets qu'on va utiliser pour réussir à décrire l'organisation. Et donc nous, on a une ADN très versatile, très flexible. Donc nous, dans notre plateforme, le métamodèle n'est pas figé. Notre logique, c'est plutôt d'arriver avec un template de métamodèle le plus pragmatique possible pour décrire l'organisation selon sa maturité autour de la cartographie, de la modélisation et ses besoins aussi autour de sa transformation. Et donc, selon les besoins, on va vouloir tirer plus ce métamodèle vers des sujets stratégiques. Donc, donc, par exemple, là où Edgy va être très bon dans sa description, on va également parfois intervenir. Souvent, nos clients sont plutôt des directions des systèmes d'information et donc ils vont aussi avoir un prisme beaucoup plus technique. Et donc, on va plutôt faire appel à des métamodèles un peu plus centrés IT, mais qui vont toujours faire le lien entre l'IT et le métier. Et in fine, là, la question, c'est est-ce qu'on peut trouver le métamodèle parfait? Nous, on pense que non, et c'est pour ça qu'on loue cette flexibilité, c'est qu'en fait, ça dépend, du contexte de l'entreprise, de sa maturité et de son besoin. Ça vous permet de l'appliquer avec qui vous travaillez pour arriver à faire ça? Vous avez des partenaires, mais vous avez aussi des clients. C'est quoi votre écosystème là en ce moment? Alors, on travaille donc en direct avec des clients. Donc, aujourd'hui, nos clients nos donneurs d'ordre sont plutôt les directions des systèmes d'information d'entreprises, disons plutôt, on va dire de mid-market. Donc, je vais prendre la fourche assez grosse de 300 collaborateurs à 10 000 collaborateurs, qui ont justement des besoins, qui ont des systèmes organisationnels et d'information qui se sont empilés sur les dernières années, qui deviennent de plus en plus complexes. Et maintenant, il y a des sujets de compliance, d'obsolescence qui fait qu'ils sont obligés de démêler le plat de spaghetti. Et donc, ils ont besoin justement de cartographier et de comprendre leur organisation. Donc, on travaille soit en direct avec ces entreprises de différents secteurs, notamment la finance, le retail, également quelques collectivités donc dans le secteur public. Okay. Et ensuite, on travaille aussi énormément avec un réseau de partenaires, donc des cabinets de conseil, des DSI, des directions de systèmes d'information de transition, qui vont souvent intervenir justement chez les entreprises à des moments clés de transformation. Et donc, ça fait sens pour eux d'avoir justement à leur disposition, la compréhension de l'organisation dans laquelle ils vont et un outil de modélisation, de design qui va leur permettre aussi de réussir à montrer comment va se transformer cette organisation. Et l'humain est au centre de l'équation, je présume, parce que si je ne prends que Edgy, c'est des ateliers. Donc, c'est quelque chose où vous allez toucher beaucoup à l'humain à l'intérieur de l'organisation. Il y a quasiment une étude anthropologique en général, là, quand on fait ce genre de boulot-là. C'est un peu ça que vous faites aussi? Alors, l'humain, effectivement, est au cœur de la plateforme. Disons qu'il y a deux sujets. Il y a à la fois les enjeux autour de ça, c'est d'aller chercher automatiquement le plus d'informations possible. Donc c'est soit via des connecteurs, soit via du discovery, du LLM. Mais souvent en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la connaissance, elle n'est pas forcément dans un système. La connaissance est dans la tête d'Olivier qui est DSI depuis 10 ans, ou qui est parti à la retraite l'année dernière et donc avec sa connaissance. Donc il y a énormément d'humains et c'est pour ça qu'il est justement l'importance aussi de ces approches, c'est le workshop, d'arriver avec une feuille blanche ou sinon avec un texte à trous avec pas mal de choses et de mettre justement les différents connaisseurs de l'organisation autour des processus, de l'IT, des flux de données, dans une même pièce pour reconstruire en fait le puzzle. Et donc le workshop est super important et c'est aussi pour ça que nos partenaires sont bons à ça en fait. Ils ont aussi l'habitude justement d'animer, de tirer les verres du nez des gens qui ont la connaissance pour réussir à tisser une toile qui est cohérente. Et qu'est-ce qui s'en vient de nouveau chez Boldo? On en a parlé un petit peu en pré-entrevue. Le self-service, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, donc effectivement, nous, peut-être pour contextualiser, on est dans on est dans un marché qui s'appelle le Enterprise Architecture Modeling Platform. Donc, ce sont des plateformes qui permettent de modéliser
l'organisation et l'expliquer de façon fluide à ses interlocuteurs. Et aujourd'hui, ce sont des outils qui sont très orientés big enterprise, large accounts, donc avec un pricing model, une utilisation qui implique quand même une vraie expertise et beaucoup de temps pour pouvoir bien gouverner ce produit. Et nous, on est dans une logique, on identifie qu'il y a également des entreprises mid-market, donc qui peuvent toujours être aussi très très grosses, qui ont des sujets de complexité d'organisation qui s'accroît, et donc elles peuvent plus travailler avec du Excel, du PowerPoint pour avoir cette information. Et donc nous, on est vraiment dans une approche de simplicité, d'intuitivité qui va, d'un point de vue produit, être accessible à ces entreprises. Et donc c'est pour ça qu'on lance dès le mois de décembre notre approche self-service, où quelqu'un en autonomie, que ce soit un consultant, une entreprise, un directeur de système d'information, un architecte, puisse piocher de façon autonome Boldo, se créer un compte, avoir un self-onboarding, pour justement être indépendant et ne pas dépendre de ces logiques de big enterprise où il faut demander un devis, avoir une réponse dans la semaine et avoir un tarif qui est pas forcément très transparent. Donc on lance ce dispositif-là pour pouvoir justement devenir viral et se faire connaître de tous les architectes, qu'importe leur taille. Et le but, c'est de commencer petit. C'est si je suis tout seul et que je veux modéliser une organisation ou juste un domaine, je suis autonome pour le faire. Et ensuite, le but, c'est d'avoir cet usage individuel. Ensuite, derrière, les gens vont se dire, pour pouvoir avoir toute la connaissance, je ne suis pas autonome. J'ai pas toute la connaissance, donc je peux tout cartographier, mais il manque beaucoup de pièces du puzzle. Et donc là, les gens vont rentrer plus dans une logique de collaboration, vont pouvoir dire qui est responsable de quel portefeuille d'actifs autour de mes applications, mes processus, métiers, de ma stratégie. Et donc les gens vont dans la plateforme finalement faire le jumeau de leur gouvernance de connaissances. Et donc derrière, le but c'est que c'est toutes les pièces du puzzle s'assemblent dans Boldo de façon gouvernée et collaborative. Et donc du coup qu'on sorte un peu des silos individuels vers une utilisation plus pragmatique. Mais in fine, le concept derrière de la modélisation d'une entreprise est quelque chose de très complexe et qui est très subjectif selon les personnes. Et donc c'est là où c'est important quand même d'avoir des designers ou des architectes qui ont l'habitude de manipuler ces concepts pour être au centre du réacteur et faire collaborer les gens de façon pragmatique. Donc l'outil ne devient pas un obstacle à modéliser les choses, mais il y a quand même justement cette réflexion à avoir qui est importante avant même de toucher à l'outil. Donc on travaille avec des cabinets des firmes de consultation, on les avait les cabinets de conseil de l'autre côté qui nous utilisent pour pas mal de types de missions différentes. Ça va être soit ils vont être sollicités pour de la cartographie, pour des sujets d'audit réglementaire, notamment dans le milieu de la finance. Oui, ils vont aussi avoir des projets de transformation qui sont très costauds, des ERP, des CRM qui demandent une vraie refonte à la fois des processus métiers et beaucoup de déconnexion de flux à droite à gauche. Et pour pouvoir le faire de façon déjà cohérente et aligner toute l'organisation dessus, ils ont besoin justement de s'outiller de notre produit. Et donc ça va être prêt en décembre. Je vois sur votre site qu'il est possible de réserver un démo. Si quelqu'un transatlantique veut avoir un démo, c'est possible aussi. Absolument. Alors oui, n'hésitez pas à me contacter. Là, c'est juste effectivement le self-service. Donc c'est aujourd'hui, si vous voulez travailler avec nous, il va falloir passer par nous. Et en décembre, si vous voulez travailler avec nous, vous pourrez passer par nous. On adore discuter avec les gens, donc la porte est grande ouverte. Mais si vous êtes un peu discret et timide, vous pourrez être autonome pour découvrir le produit. Super. Sylvain, merci beaucoup pour cette belle conversation aujourd'hui. C'était super intéressant et au plaisir d'en refaire une autre. Merci beaucoup, Jean-François. C'était un plaisir. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un grand merci à mes invités et un grand merci à mes collègues Jérôme Colombin, Carl-Édouard Michel, Stéphane Berthomet, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine et leur précieuse collaboration. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet ou sinon, je vous retrouve dès lundi si vous êtes du rendez-vous de 120 secondes de tech. Portez-vous bien, à très bientôt.